Je m'appelle Amélie Dubois, j'ai 64 ans, je suis comptable à la retraite et je pensais avoir tout fait dans les règles de l'art. J'avais discrètement financé la nouvelle maison de mon fils pour l'aider à démarrer dans la vie. Et puis, j'ai reçu ce SMS. Tu n'es pas invité. Ma femme ne veut pas que tu viennes. Sans émotion, sans explication. J'ai répondu, d'accord. Le lendemain, j'ai passé quelques appels discrets concernant le prêt immobilier, l'assurance vie, les virements. Ce qui a suivi, ils ne l'ont jamais vu venir. Et la robe bleu marine, parfaitement repassée, attendait sagement sur un cintre accroché à la porte de mon armoire. Je l'avais choisi 3 jours plus tôt. Une pièce de chez Sandro, chic mais sobre, le genre de tenue qu'une mère de 64 ans est censée porter pour la pendaison de crémaillère de son fils. Rien qui puisse faire de l'ombre à Chloé, bien sûr. J'avais appris cette leçon il y a longtemps. Assise au bord de mon lit, dans mon petit appartement des pentes de la Croix-Rousse, j'ajustais le collier de perles que Philippe m'avait offert pour notre 2e anniversaire de mariage. 2 petites années de bonheur avant que le cancer ne me l'arrache aussi. D'abord Jean-Pierre, le père de Lucas, quand mon fils avait à peine 12 ans. Puis Philippe, alors que j'avais enfin recommencé à croire que je pouvais avoir une seconde chance en amour. Les hommes de ma vie semblaient destinés à être éphémères, mais l'amour que je leur portais, et surtout celui pour Lucas, demeurait une constante inébranlable. Mon téléphone vibra sur la table de chevet. Astérisque Lucas astérisque. Un sourire se dessina sur mes lèvres avant même que je ne lise le message. Il me demandait probablement quelle pâtisserie apporter, peut-être une tarte aux pralines de chez Pignol, ou si je pouvais arriver un peu plus tôt pour aider aux préparatifs. Il avait toujours été attentionné de cette manière, même petit, le genre d'enfant qui me ramenait des fleurs des champs cueillies dans un parc et dessinait des cartes faites à la main pour la fête des mères. Je saisis le téléphone, mon pouce glissant sur l'écran. Tu n'es pas invité. Chloé ne veut pas que tu viennes. Les mots clignotaient sur l'écran, comme s'ils étaient écrits dans une langue que je ne pouvais pas entièrement comprendre. Je lus le message une fois, puis une autre. Mes yeux suivaient les lettres comme si elles pouvaient se réarranger en quelque chose qui aurait plus de sens. Astérisque tu n'es pas invité. Chloé ne veut pas que tu viennes. Astérisque le silence dans ma chambre devint dense, suffocant. Je pouvais entendre le tic-tac de la vieille horloge comtoise dans le salon, le murmure lointain de la circulation sur le boulevard, le goutte à peine perceptible du robinet de la salle de bain que je remettais toujours à plus tard de réparer. Des sons ordinaires d'une vie ordinaire. Mais maintenant, chacun résonnait avec une clarté étrange, comme si mon monde avait légèrement basculé hors de son axe. La maison. Leur maison de rêve dans les Monts d'Or, avec vue sur Lyon. La maison dont l'apport de 80 000 € avait été viré de mon compte épargne sans une seconde d'hésitation. La maison dont j'avais dû me porter garante pour le prêt immobilier car leur revenu combiné ne suffisait pas pour le montant qu'ils souhaitaient. La maison dont je couvrais discrètement les mensualités depuis 6 mois, ainsi que le jardinier, la femme de ménage et les petites améliorations que Chloé avait jugées absolument essentielles. Il m'avait fallu 30 ans pour constituer cette épargne. 30 ans à travailler tard, à sauter des vacances, à conduire ma vieille Peugeot 208 jusqu'à ce qu'elle rende littéralement l'âme, à m'habiller dans des magasins de déstockage et à vivre dans ce même petit 2 pièces que j'avais loué quand Lucas était adolescent. Même après avoir épousé Philippe, j'avais gardé mes finances séparées, mes économies intactes. Pour les urgences, lui avais-je dit. Pour l'avenir de Lucas. Philippe avait compris. Tu es une mère merveilleuse, Amélie, avait-il dit en m'embrassant le front. Il a de la chance de t'avoir. Astérisque de la chance, astérisque je laissai tomber le téléphone sur mes genoux et regardai mon reflet dans le miroir de la coiffeuse. Une femme d'âge mûr me regardait en retour. Des cheveux gris soigneusement coiffés, des yeux verts que Philippe disait ressembler à du verre de mer poli par les vagues. Des rides autour de ma bouche qui témoignaient de décennies à sourire, même quand je n'en avais pas envie. Je ressemblais exactement à ce que j'étais, une comptable à la retraite qui avait passé sa vie entière à être responsable, à être pragmatique, à être le genre de personne sur qui les autres pouvaient compter. Le genre de personne qui pouvait être mise au rebut par un simple SMS. Je relus le message, cette fois en prêtant attention à ce qu'il ne disait pas autant qu'à ce qu'il disait. Il n'y avait aucune explication. Aucune excuse. Même pas la politesse d'un appel téléphonique. Juste une déclaration froide et définitive, livrée comme une information météo. Astérisque Chloé ne veut pas que tu viennes. Astérisque ce n'était même pas sa décision, apparemment. Il n'avait même pas le courage de l'assumer. Je me levai lentement,
sentant chacun de mes 64 ans dans mes genoux, dans mon dos, dans les muscles de mon cou qui s'étaient tendus en nœuds. Je marchais jusqu'à l'armoire où la robe bleu marine était toujours suspendue, en attente. Je la touchai une fois, sentant le doux tissu de laine sous mes doigts. Puis je refermai la porte de l'armoire. Mon ordinateur portable était sur la table de la cuisine, entouré des relevés financiers que j'avais consultés avant de m'habiller. Tous les documents que j'avais signés au cours des 2 dernières années s'étalaient devant moi comme une carte de ma propre naïveté. Le virement pour l'apport. L'accord de caution pour le prêt immobilier. Les formulaires de virement automatique pour les mensualités. L'assurance vie que j'avais souscrite pour Manon, ma petite fille, qui comprenait une clause accordant à Lucas l'accès au fonds pour des dépenses familiales raisonnables jusqu'à ses 18 ans. J'avais signé chaque papier avec amour, avec espoir, avec la conviction silencieuse que je construisais quelque chose de beau. Une fondation pour que ma famille prospère. Un héritage qui leur donnerait la sécurité que je n'avais jamais eue en grandissant. Maintenant, les documents semblaient différents. Comme les pièces à conviction de quelque chose que j'avais fondamentalement mal interprété. Je repris mon téléphone, mes doigts tremblant légèrement tandis que je tapais ma réponse. Astérisque d'accord, astérisque 2 mots. Simple. Propre. Vrai. Car c'était le cas. J'étais d'accord. Ou je le serais. J'appuyais sur envoyer, puis, sans pause, je cherchais un autre numéro dans mes contacts. Julien. Ma voix sonnait étonnamment calme. C'est Amélie Dubois. Je sais que nous sommes le week-end, mais j'ai besoin de vous voir lundi matin. C'est urgent. Julien Moreau était mon conseiller financier depuis 5 ans, depuis peu après la mort de Philippe, quand j'avais réalisé que j'avais besoin d'aide pour naviguer dans les complexités de la gestion de 2 héritages et de la planification de ma propre retraite. Il était jeune, probablement pas plus âgé que Lucas, mais il avait cet esprit ordonné et méticuleux que j'appréciais. Plus important encore, il me traitait avec respect. Il écoutait quand je parlais, ne me faisant jamais sentir que mes questions étaient stupides ou mes préoccupations triviales. Bien sûr, Madame Dubois, dit-il, et je pouvais entendre l'intérêt sincère dans sa voix. Tout va bien ? Je réévalue certaines de mes dispositions financières, dis-je. Toutes. Il y eut une pause. Julien était assez intelligent pour lire entre les lignes. Je comprends, dit-il finalement. 9 heures, cela vous convient ? Parfait. Je raccrochai et restai debout dans ma petite cuisine, regardant par la fenêtre l'appartement de l'immeuble d'en face, où une jeune femme donnait à manger à un bébé dans une chaise haute. La scène semblait chaleureuse, intime, le genre de moment que j'avais imaginé avoir avec Manon quand elle serait plus grande. Manon, ma petite fille aux yeux pétillants qui m'appelait Mamélie et grimpait encore sur mes genoux pour lire des livres. Qui m'avait offert un collier de perles en plastique pour la fête des mères et avait insisté pour que je le porte immédiatement, même si les couleurs criardes n'allaient avec rien dans ma garde-robe. Qui m'envoyait des dessins par la poste parce qu'elle avait décidé que c'était plus spécial que de simplement me les donner en personne. Je pensais à elle, assise à la table du dîner ce soir, se demandant où était Mamélie, pourquoi elle n'était pas venue voir sa nouvelle chambre, les autocollants de papillons qu'elle avait été si excitée de me montrer. Mon cœur se serra, mais je ne cédais pas. Pas encore. Au lieu de cela, je retournai dans ma chambre et troquai la robe bleu marine contre un jean confortable et un pull. J'avais du travail. Les 2 jours suivants se sont écoulés dans une étrange suspension. Je n'ai reçu aucun autre message de Lucas, aucun appel téléphonique, aucune explication ou excuse tardive. C'était comme si la pendaison de crémaillère avait eu lieu dans un univers parallèle où je n'existais tout simplement pas. Le lundi matin, je suis arrivé au bureau de Julien un quart d'heure en avance, avec un dossier rempli de documents et une liste manuscrite de tout ce que je voulais annuler, modifier ou révoquer. J'avais tout organisé par ordre de priorité, en commençant par les virements automatiques qui pourraient être traités cette semaine même. Julien m'a accueilli à la porte de son bureau, un café fraîchement coulé à la main et cette expression soigneusement neutre qu'il avait probablement perfectionnée en travaillant avec des clients en plein divorce ou confrontés à des deuils familiaux. Il était jeune, élégant dans un costume sombre qui contrastait avec son regard chaleureux. Il portait une de ces montres fines et discrètes qui suggèrent une efficacité sans ostentation, un détail qui m'avait toujours plu chez lui. Asseyez-vous, a-t-il dit en fermant la porte derrière nous. Racontez-moi ce qui se passe. Je lui ai tout raconté. Le SMS, les années de soutien financier, ce schéma où j'étais inclus seulement quand c'était pratique et exclu quand ça ne l'était pas.
J'ai parlé avec la même voix calme et factuelle que j'avais utilisée pendant des décennies pour expliquer des écarts dans des audits ou des irrégularités budgétaires. Ce n'était pas différent, en réalité. Juste des chiffres qui ne correspondaient plus, un bilan déséquilibré où les actifs de mon amour et de mon soutien ne trouvaient aucune contrepartie. Julien a écouté sans m'interrompre, prenant parfois des notes sur un bloc-notes. Quand j'ai eu fini, il s'est adossé à son fauteuil et m'a étudié avec ses yeux sombres et sérieux. Depuis combien de temps cela durait-il, m'a-t-il demandé, le sentiment de ne pas être apprécié. C'était une bonne question, une que j'avais évité de me poser. Des années, ai-je admis. Mais je pensais, j'espérais, que les choses s'amélioreraient quand Manon serait plus grande, qu'ils auraient plus besoin de moi, pas moins. Et maintenant ? Maintenant, je réalise qu'ils n'ont jamais vraiment eu besoin de moi. Seulement de mon argent. Julien a hoché lentement la tête. D'accord. Voyons ce que nous pouvons faire. Ce que nous pouvions faire, il s'est avéré, était substantiel. Les virements automatiques pouvaient être arrêtés immédiatement. Mon nom pouvait être retiré du prêt immobilier sous 30 jours, à condition que Lucas et Chloé se qualifient pour un refinancement par leurs propres moyens ou trouvent un autre garant. L'assurance vie était plus compliquée, mais elle pouvait être modifiée pour supprimer l'accès de Lucas au fonds tout en maintenant intacts les bénéfices pour l'éducation de Manon. Y a-t-il autre chose, a demandé Julien alors que nous passions en revue la liste pour la 3e fois. J'ai pensé à mon testament, qui laissait actuellement tout à Lucas avec l'attente qu'il s'occuperait de Manon. J'ai pensé à la police d'assurance décès qui le nommait comme bénéficiaire. J'ai pensé au compte d'épargne que j'avais mentalement étiqueté, urgence de Lucas, pendant des années. Mon testament, ai-je dit. Je veux y apporter quelques modifications. Julien n'a pas semblé surpris. Avez-vous des changements spécifiques en tête? Pas encore, ai-je admis. Mais je pense qu'il est temps de commencer à penser à des héritages différents. Des héritages qui iront à des gens qui les apprécieront vraiment. En quittant le bureau de Julien cet après-midi-là, mon téléphone a vibré avec une notification. Pendant un instant, mon cœur s'est emballé. Peut-être que Lucas avait enfin retrouvé la raison. Peut-être y avait-il une explication, des excuses, une indication que le fils que j'avais élevé existait encore quelque part sous la surface. Mais ce n'était qu'une notification de ma banque, confirmant que les virements automatiques avaient été annulés comme demandé. J'ai souri. Pour la première fois depuis des jours, j'ai vraiment souri. Le changement avait commencé. Ce sourire s'est estompé progressivement alors que je marchais vers ma voiture, mais quelque chose de plus solide l'a remplacé. Un sentiment de clarté que je n'avais pas ressenti depuis des années, comme si j'avais vécu dans une pièce mal éclairée et que quelqu'un avait enfin allumé toutes les lumières. Le soir, le téléphone a sonné, interrompant mes pensées. L'afficheur indiquait le nom d'Hélène, mon amie d'enfance qui était revenue dans ma vie après que nous ayons toutes les deux pris notre retraite. Nous nous étions retrouvés lors d'une réunion d'anciens élèves il y a 2 ans et avions découvert que nous avions fini par vivre des vies complètement différentes de ce que nous avions imaginé à 18 ans. Amélie, a dit Hélène sans préambule quand j'ai décroché. Qu'est-ce qui se passe, bon sang? J'ai vu Lucas au marché de la Croix-Rousse ce matin, il avait l'air d'avoir vu un fantôme. Je me suis adossé à ma chaise, pas surprise que les nouvelles voyagent vite. Lyon est une grande ville, mais certains cercles sont petits. Les choses ont changé, ai-je dit. Viens ici, a dit Hélène immédiatement. Maintenant. J'ai du vin et j'ai du temps. Hélène vivait dans un appartement spacieux à Confluence, tout ce que le mien n'était pas, moderne, aéré, rempli d'œuvres d'art qu'elle avait vraiment choisi plutôt qu'hérité. Quand je suis arrivé, elle avait déjà ouvert une bouteille de Condrieu et disposé un plateau de fromage et de biscuits salés sur sa table basse en verre. Elle portait un pantalon en lin large et un simple haut en soie qui bougeait avec une fluidité captivante quand elle se déplaçait. Ses cheveux argentés étaient coupés courts, mettant en valeur des boucles d'oreilles audacieuses en argent martelé. Elle dégageait une confiance en soi qui me fascinait, une liberté que je commençais à peine à envisager pour moi-même. D'accord, a-t-elle dit en remplissant 2 verres. Commence par le début. Je lui ai tout raconté, chaque détail, du SMS à ma réunion avec Julien. Hélène a écouté avec cette attention concentrée que seuls les vrais amis peuvent offrir, sans interrompre, sans proposer de solution prématurée, juste une présence pure. Quand j'ai eu fini, elle est restée silencieuse un long moment, faisant tourner son verre de vin entre ses mains. Tu sais ce qui me révolte le plus dans tout ça, a-t-elle finalement dit. Quoi? Que ce n'est même pas une question d'argent pour eux. C'est une question de contrôle. Elle a pris une gorgée de vin,
ses yeux brillants d'indignation en mon nom. Il voulait ton soutien financier, mais il ne voulait pas avoir à te gérer en tant que personne. Il voulait que tu sois un distributeur de billets silencieux, qui apparaît quand c'est pratique et disparaît quand ça ne l'est pas. C'était une façon crue de le dire, mais ce n'était pas faux. Et maintenant, a poursuivi Hélène, il découvre que les distributeurs de billets ont des boutons d'arrêt. Malgré tout, j'ai ri. C'était la première fois que je riais sincèrement depuis samedi. Tu penses que je fais ce qu'il faut, ai-je demandé. Hélène m'a regardé comme si je venais de poser la question la plus ridicule du monde. Amélie, ma chérie, tu as fait ce qu'il fallait pendant 64 ans. Il est temps que ce qui est juste fonctionne pour toi aussi. Quand je suis rentré chez moi ce soir-là, il y avait une enveloppe glissée sous ma porte. Mon nom était écrit sur le devant avec l'écriture soignée d'un enfant, et j'ai immédiatement reconnu celle de Manon. À l'intérieur, il y avait un dessin fait au crayon de couleur. 3 personnages debout devant une maison. Une grande femme aux cheveux gris, de toute évidence moi. Une petite fille avec des couettes, de toute évidence Manon. Et une silhouette plus petite que j'ai mis un moment à reconnaître comme un chien. En bas, en lettres soigneusement formées, elle avait écrit « Tu me manques Mamélie. Quand est-ce que je peux te revoir ?» Je me suis assise sur mon canapé, tenant le dessin, et j'ai senti les premières vraies larmes que j'avais versées depuis samedi. Pas des larmes d'apitoiement ou de colère, mais quelque chose de plus profond. Un deuil, peut-être, pour la famille que j'avais cru avoir, pour la grand-mère que j'avais espéré être. Mais il y avait aussi autre chose. Une sorte de férocité protectrice que je reconnaissais de l'époque où Lucas était petit et que d'autres enfants se moquaient de lui parce qu'il n'avait pas de père. Personne, pas même son propre père, n'allait utiliser Manon comme un pion dans leur jeu d'adulte. J'ai soigneusement plié le dessin et l'ai mis sur mon réfrigérateur. Puis je suis retourné à mon bureau. J'avais une lettre à terminer, une conversation silencieuse avec le passé pour pouvoir enfin me tourner vers l'avenir. Je me suis retourné dans mon lit, la lumière du matin filtrant à travers les persiennes de mon appartement. Je n'avais pas fini ma lettre silencieuse, celle que j'écrivais dans ma tête à Philippe. Astérisque, je crois que tu serais fier de moi, Philippe. J'apprends à ne pas m'excuser d'exister. J'apprends que l'amour sans respect n'est pas de l'amour du tout, c'est juste de la dépendance déguisée. Et peut-être, juste peut-être, il n'est pas trop tard pour moi de découvrir qui je suis quand je ne suis pas la mère de quelqu'un ou la femme de quelqu'un ou le banquier de quelqu'un. Peut-être qu'à 64 ans, je peux enfin être juste Amélie. Astérisque, le jeudi matin, j'arrosais les géraniums sur mon petit balcon quand mon téléphone a sonné. Le numéro ne figurait pas dans mes contacts, mais l'indicatif était local. Probablement un démarchage, mais quelque chose m'a poussé à répondre. La voix était professionnelle, polie. Madame Dubois. Ici Marc Lemoine, de la société Cuisine et Création. J'appelle concernant le projet dans les Monts d'Or. Il semble qu'il y ait eu un problème avec le dernier paiement. Je l'ai interrompu doucement. Je suis désolé, je pense que vous faites erreur. Je n'ai aucun projet avec vous. Il y a eu une pause. N'êtes-vous pas la mère de monsieur Lucas Dubois? Il nous a donné ce numéro comme contact de secours pour la facturation. J'ai compris immédiatement. Bien sûr que Lucas avait mis mes coordonnées en plan B. Bien sûr qu'il avait supposé que je serais là pour couvrir tout dépassement de budget. Je ne suis plus responsable des dépenses de monsieur Dubois, ai-je dit fermement. Vous devrez le contacter directement. J'ai raccroché et j'ai regardé mon téléphone, ressentant un étrange mélange de satisfaction et de tristesse. La satisfaction était évidente, mais la tristesse m'a prise par surprise. Pas de la tristesse pour la décision que j'avais prise, mais pour la prise de conscience de la profondeur à laquelle Lucas avait pris mon soutien pour acquis. Une heure plus tard, mon téléphone a de nouveau sonné. Cette fois, c'était un numéro que je reconnaissais. Maman? La voix de Lucas était tendue, forcée. Il faut que je te parle. Bonjour, Lucas. Je peux passer? Je suis dans le coin, de toute façon. Un mensonge, mais je l'ai laissé passer. Bien sûr. Il est arrivé 20 minutes plus tard, et à l'instant où je l'ai vu à travers le Judas, j'ai su que les derniers jours n'avaient pas été tendres avec lui. Ses cheveux, normalement impeccablement coiffés, étaient en désordre. Il y avait des cernes sous ses yeux et il portait la même chemise froissée que j'avais vue sur les photos de la pendaison de crémaillère sur l'Instagram de Chloé. J'ai ouvert la porte et il est entré sans attendre d'invitation, comme il l'avait toujours fait. Mais quelque chose dans son langage corporel était différent. Moins confiant, plus désespéré.
Un café, ai-je offert en me dirigeant vers la cuisine. Oui, merci. Il s'est assis à ma petite table, au même endroit où il avait fait ses devoirs de lycée, où nous avions eu d'innombrables conversations sur ses rêves et ses projets. Maman, il faut que je comprenne ce qui se passe. J'ai versé du café dans 2 tasses et me suis assise en face de lui. Que veux-tu dire? Les paiements. La banque. Les artisans. Sa voix s'est légèrement brisée. Tout est en train de s'effondrer. Je l'ai regardé, vraiment regardé, pour la première fois depuis des mois. Il avait pris du poids, surtout au visage et autour de la taille. Sa peau avait cette pâleur grisâtre qui vient du stress et du manque de sommeil. Il ne ressemblait pas au garçon confiant que j'avais élevé, ni au jeune homme ambitieux qui était parti à l'université avec de grands rêves. Il ressemblait à un homme qui avait vécu au-dessus de ses moyens et dont l'échéance venait de tomber. Je t'ai envoyé un message samedi, ai-je dit calmement. Tu m'as dit que je n'étais pas la bienvenue à ta soirée. Alors j'ai agi en conséquence. Tu n'as pas agi en conséquence, tu as tout annulé. Sa voix s'est élevée, et pendant un instant, j'ai vu une lueur de l'enfant qui piquait des crises quand les choses n'allaient pas dans son sens. Oui, ai-je dit simplement. Je l'ai fait. Pourquoi? La question est sortie comme un gémissement. Pour un stupide SMS? Maman, tu sais bien que Chloé est parfois, tu sais, sensible sur les questions familiales. Sa mère est très critique et elle projette ça sur. Non. Je l'ai interrompu. On ne va pas faire ça. Faire quoi? Rejeter la faute sur Chloé pour tes décisions. Agir comme si tu étais la victime des émotions de quelqu'un d'autre. Je me suis adossé à ma chaise, surprise par ma propre fermeté. Tu es un homme de 35 ans, Lucas. Si tu envoies un message blessant à ta mère, c'est ta décision. Si tu exclus la personne qui a soutenu financièrement ton style de vie, ce sont les conséquences. Son visage est passé par plusieurs expressions. La confusion, la colère, quelque chose qui ressemblait à de la honte. D'accord, a-t-il finalement dit. Tu as raison. Le message était nul. Je suis désolé. Mais on ne peut pas juste passer à autre chose? Revenir à la normale? Non. Le mot a flotté dans l'air entre nous, pur, final. Qu'est-ce que tu veux dire, non? Je veux dire que je ne vais plus financer ta vie. Je ne vais plus me porter garante de tes décisions. Je ne vais plus prétendre qu'une relation où je ne suis la bienvenue que lorsque tu as besoin de quelque chose est une relation tout court. Lucas s'est levé brusquement, commençant à faire les 100 pas dans ma petite cuisine comme un animal en cage. Tu ne comprends pas, a-t-il dit. La maison, nous avons des échéances, des artisans qui comptent sur nous. Et Chloé, mon Dieu, Chloé est. Il a passé ses mains dans ses cheveux. Elle parle de retourner chez ses parents, d'emmener Manon. Voilà. La carte que j'attendais qu'il joue. Manon, ai-je dit doucement. Oui, Manon. Il s'est tourné vers moi, et je pouvais voir le calcul dans ses yeux, l'espoir que la mention de ma petite fille pourrait m'adoucir. Tu lui manques, maman. Elle n'arrête pas de demander quand elle va te revoir. J'en suis sûr. Alors aide-nous. Pour elle. Si ce n'est pas pour nous. Je me suis levé et j'ai marché jusqu'au réfrigérateur où le dessin de Manon était fixé avec un aimant en forme de cœur qu'elle m'avait donné l'année dernière. Je l'ai regardé, cette petite silhouette avec des couettes, souriant depuis la page, et j'ai senti le pincement familier au cœur. Mais je me suis aussi souvenu de ce qu'Hélène avait dit la veille. Les maîtres chanteurs émotionnels savent toujours exactement sur quel bouton appuyer. Tu sais quoi, Lucas, ai-je dit en me retournant pour lui faire face. Tu as raison. Manon me manque, et je lui manque. Mais utiliser l'amour que j'ai pour ma petite fille pour me manipuler afin que je subventionne ton mariage, ce n'est pas être un parent. C'est être un proxénète émotionnel. Ses yeux se sont écarquillés. Jamais, au cours de toutes nos années de conflit, et il y en avait eu, surtout pendant son adolescence, je ne lui avais parlé aussi directement. C'est horrible, a-t-il murmuré. Oui, ai-je convenu. Ça l'est. Et pourtant, nous en sommes là. Il s'est effondré sur sa chaise, paraissant soudain beaucoup plus vieux que ses 35 ans. Je ne sais pas quoi faire, a-t-il admis. Chloé est furieuse, ses parents disent on te l'avait bien dit, les artisans menacent de porter plainte, et la banque. Il a ri amèrement. La banque veut savoir comment nous allons nous qualifier pour le prêt sans tes revenus en garantie.
Ce sont toutes des conséquences très réelles, ai-je dit. Il m'a regardé comme si j'avais perdu la tête point. Et j'ai besoin de ton aide. Non. Tu as besoin de prendre ta vie en main. Je me suis rassise, me sentant étrangement calme. C'était comme si j'avais une conversation que je reportais depuis des années. Quand tu avais 12 ans et que ton père est mort, je me suis fait une promesse. Je me suis promis de m'assurer que tu ne te sentirais jamais en insécurité financière comme je l'avais été en grandissant. J'ai fait des doubles journées, j'ai acheté dans des friperies pour pouvoir payer tes frais de scolarité. J'ai vécu dans des appartements trop petits pour pouvoir économiser pour ton avenir. Et je suis reconnaissant. Je n'ai pas fini. Ma voix était ferme mais pas cruelle. Quelque part en chemin, cette promesse est devenue autre chose. Elle est devenue une excuse pour que tu n'aies jamais à faire face aux conséquences réelles de tes décisions. Elle est devenue une raison pour que tu me vois non pas comme ta mère, mais comme ton plan de secours financier. Ce n'est pas juste. Je l'ai regardé droit dans les yeux. Quand m'as-tu appelé pour la dernière fois juste pour prendre de mes nouvelles? Quand m'as-tu demandé pour la dernière fois quels étaient mes projets, mes rêves, mes soucis? Quand m'as-tu traité pour la dernière fois comme une personne plutôt que comme une ressource? Le silence s'est étiré entre nous. Je pouvais entendre le tic-tac de l'horloge de la cuisine, le murmure lointain de la circulation, les sons ordinaires d'une vie ordinaire qui semblait soudain extraordinairement clairs. Finalement, Lucas a parlé. Qu'est-ce que tu veux que je dise? Rien, ai-je répondu. Je ne veux pas que tu dises quoi que ce soit. Je veux que tu réfléchisses. Je veux que tu rentres chez toi, auprès de ta femme et de ta fille, et que tu trouves un moyen de construire une vie que vous pouvez vous permettre. Je veux que tu découvres comment être le mari et le père dont elles ont besoin, sans dépendre de moi pour que ça arrive. Et si on n'y arrive pas? Et si on perd la maison? La question était chargée d'une panique réelle, et une partie de moi, celle qu'il avait sauvée pendant 2 semaines après la confrontation avec Lucas, je me suis réveillé un samedi matin en me sentant agité. Ce n'était pas de l'anxiété, j'avais appris à reconnaître la différence, mais plutôt une sorte d'énergie sans but, comme si mon corps avait attendu quelque chose pendant si longtemps qu'il avait oublié comment rester immobile. Hélène m'avait invité à la rejoindre à son projet de jardin partagé à Gerland, une chose que j'avais repoussée pendant des mois avec diverses excuses. Je suis trop occupé, lui avais-je dit. Je dois aider Lucas avec. Mais maintenant que ces excuses s'étaient évaporées, j'ai réalisé que j'avais simplement eu peur. Peur de découvrir ce que j'aimais quand je n'avais pas à me soucier de ce dont les autres avaient besoin. Le jardin s'est avéré être une révélation. Il était situé sur un terrain vague transformé par un groupe de voisins en une mosaïque de parcelles surélevées, de sentiers de gravier et d'une petite serre faite de fenêtres recyclées. C'était tôt dans la saison, mais je pouvais déjà voir les premières pousses vertes percer le sol, pleines de promesses. Amélie, m'a dit Hélène en me présentant à une femme plus âgée aux mains couvertes de terre et aux yeux pétillants, voici Martine. Elle dirige le programme d'éducation financière ici le mardi. Martine m'a serré la main fermement. L'éducation financière dans un jardin, ai-je demandé. Et pourquoi pas, a-t-elle ri. Les deux consistent à planter des graines et à en prendre soin jusqu'à ce qu'elles poussent. De plus, beaucoup de femmes qui viennent ici essaient de joindre les deux bouts. Nous leur apprenons à cultiver leur propre nourriture et à faire fructifier leurs économies en même temps. Quelque chose dans cette idée a immédiatement résonné en moi. Pendant des décennies, j'avais vu des collègues, surtout des jeunes femmes, prendre des décisions financières terribles simplement parce que personne ne leur avait appris qu'elles avaient des options. Avez-vous besoin d'aide? Ai-je demandé avant de pouvoir me retenir. Martine et Hélène ont échangé un regard. Vous avez de l'expérience en finance? Un peu, ai-je dit sèchement. 40 ans comme comptable. Cet après-midi-là, je me suis retrouvé à genoux à côté d'une jeune mère nommée Sophia, l'aidant à planter des laitues pendant que nous parlions de budget. Sophia avait 24 ans, travaillait comme assistante dentaire et élevait seule un garçon de 3 ans. Elle vivait d'un salaire à l'autre depuis si longtemps qu'elle avait commencé à croire que c'était sa seule option. Je n'ai jamais eu de compte d'épargne, m'a-t-elle avoué alors qu'elle pressait doucement les petites plantes dans la terre. Chaque fois que j'essaie d'économiser, une urgence survient. Avez-vous entendu parler du principe de se payer en premier, lui ai-je demandé. Elle a secoué la tête. C'est simple, ai-je dit en lui montrant comment espacer les plans uniformément. Avant de payer quoi que ce soit d'autre, même avant les courses, vous mettez quelque chose de côté pour vous. Même si c'est 10 €. Même si c'est 5 centimes. Le but est d'entraîner votre cerveau à vous considérer comme une priorité.
Ses yeux se sont écarquillés. Mais si je n'ai pas assez pour tout le reste? Alors vous trouvez des moyens de faire en sorte que tout le reste coûte moins cher, ai-je dit. Comme ce jardin. Comme cuisiner à la maison. Comme acheter des vêtements d'occasion. Je me suis arrêté, me souvenant de mes propres années de vache maigre. La pauvreté n'est pas une défaillance morale, Sophia. Mais la dépendance peut le devenir. Nous avons passé l'heure suivante à parler de stratégies petites et pratiques. Comment automatiser l'épargne pour ne pas la dépenser accidentellement? Comment négocier les factures? Comment faire la distinction entre un besoin et une envie? Ce n'était pas révolutionnaire, mais je pouvais voir quelque chose changer dans son expression pendant que nous parlions, une sorte d'éveil à la possibilité qu'elle pourrait avoir plus de contrôle qu'elle ne le pensait. Tu reviendras la semaine prochaine, m'a-t-elle demandé alors que nous rangions. Bien sûr, ai-je dit, surprise de voir à quel point j'en avais envie. En rentrant chez moi cet après-midi-là, j'ai réalisé que je n'avais pas pensé à Lucas une seule fois au cours des 4 dernières heures. Je n'avais pas vérifié mon téléphone pour voir s'il y avait des messages de lui. Je n'avais pas répété mentalement les conversations que nous pourrions avoir. Pour la première fois depuis des années, j'avais été complètement présente dans ma propre vie. Ce soir-là, j'ai composé un numéro que j'évitais depuis des mois. Université populaire de Lyon, Jessica à votre écoute. Bonjour, ai-je dit. Je me demandais s'il vous restait des places dans vos cours d'italien pour débutants. Bien sûr. Quand aimeriez-vous commencer? Au plus tôt, ai-je répondu. Jessica a ri. J'aime votre enthousiasme. Nous avons un cours qui commence mardi. Cela vous convient? Après m'être inscrite à l'italien, je me suis retrouvé à parcourir le site web, regardant ce qu'il proposait d'autre. Histoire de l'art. Club de lecture. Cours de salsa le vendredi soir. Des choses que j'avais été trop occupé pour envisager pendant des années. De la salsa, ai-je murmuré pour moi-même. Philippe et moi avions parlé de prendre des cours de danse un jour. Quand nous aurons le temps, avions-nous dit. Quand les choses se calmeront. Avant de pouvoir changer d'avis, je me suis inscrite à ça aussi. Mardi soir, je me suis assise dans un cercle de 12 adultes d'âge varié, butant sur les prononciations italiennes et me sentant ridiculement heureuse. L'instructrice, une italienne d'âge mûr nommée Francesca, avait la patience d'un saint et le rire le plus contagieux que j'ai jamais entendu. Astérisque non abbiat pora, astérisque nous criait-elle lorsque nous trébuchions sur les mots. N'ayez pas peur. Les erreurs sont notre façon d'apprendre. Après le cours, une femme nommée Béatrice s'est approchée de moi. Elle avait à peu près mon âge, avec des cheveux argentés coupés en un carré chic et ce genre de confiance tranquille qui vient du fait de savoir qui l'on est. C'est la première fois que vous suivez des cours ici, a-t-elle demandé. Oui, ai-je admis. Je me redécouvre, je suppose. Béatrice a souri. Moi aussi. J'ai divorcé l'année dernière, après 30 ans de mariage. J'ai décidé qu'il était temps de faire toutes les choses que j'avais remises à plus tard. Nous avons fini par aller prendre un café et avons passé 2 heures à parler de tout et de rien. Béatrice avait été bibliothécaire avant de prendre sa retraite. Elle avait élevé 3 enfants et, comme moi, avait passé des décennies à définir son identité à travers les besoins des autres. Le plus étrange, m'a-t-elle dit en remuant son café au lait, c'est de découvrir que j'aime vraiment des choses que je pensais détester. Comme être seul. Comme prendre des décisions sans avoir à consulter quelqu'un d'autre. Vous vous sentez coupable, lui ai-je demandé. Tout le temps, a-t-elle admis. Mais je m'y habitue. Vendredi soir, je me suis rendu nerveusement à mon premier cours de salsa. Le studio était situé au-dessus d'un magasin d'encadrement sur les pentes de la Croix-Rousse, et je pouvais entendre la musique s'échapper par les escaliers alors que je montais. Mon courage m'a presque abandonné sur la dernière marche, mais je me suis souvenu de ce que Sophia avait dit dans le jardin cette semaine-là. Le pire qui puisse arriver, c'est que je sois nul. Et alors? J'aurais quand même essayé quelque chose de nouveau. La classe a été, en effet, un désastre. J'ai marché sur au moins 3 paires de pieds, j'ai perdu le rythme plus de fois que je ne pouvais compter, et mon visage est devenu rouge comme une tomate. Mais c'était aussi le plaisir le plus pur que j'ai eu depuis des années. Il y avait quelque chose de libérateur à bouger mon corps juste pour le plaisir de bouger, à rire de mes erreurs au lieu de m'en angoisser. L'instructeur, un homme d'une 50aine d'années nommé Carlos, avait le don de faire en sorte que tout le monde se sente comme un danseur né, même quand ce n'était clairement pas le cas. La danse, ce n'est pas la perfection, a-t-il dit à la classe.
C'est la connexion. Avec la musique, avec votre partenaire, avec vous-même. En rentrant chez moi ce soir-là, avec de la musique salsa à la radio et un sourire persistant sur mon visage, j'ai réalisé quelque chose d'étonnant. Pour la première fois depuis des années, je ne pensais pas à l'avenir en termes d'inquiétude. Je ne planifiais pas les crises potentielles ni ne calculais combien je devrais économiser pour les urgences des autres. Je pensais à l'avenir en termes de possibilités. Peut-être que je pourrais voyager en Italie un jour et vraiment utiliser la langue que j'apprenais. Peut-être que je pourrais prendre plus de cours de danse, apprendre le tango ou le merengue. Peut-être que je pourrais faire un voyage avec Béatrice et les autres femmes que j'avais rencontrées, le genre de voyage que j'avais toujours dit que je ferais, un jour. En arrivant à la maison, il y avait une enveloppe glissée sous ma porte. Pendant un instant, mon cœur s'est emballé. Peut-être un autre dessin de Manon. Mais quand je l'ai ramassé, j'ai reconnu l'adresse de l'expéditeur, l'école de Manon. À l'intérieur, il y avait une note de Madame Perrin, la secrétaire de l'école, ainsi qu'une plus petite enveloppe couverte d'autocollants de licorne. Astérisque chère Madame Dubois, Manon m'a demandé de vous faire parvenir ceci. J'espère que cela ne pose pas de problème. Elle semble beaucoup vous manquer. Cordialement, Linda Perrin astérisque les mains tremblantes, j'ai ouvert la plus petite enveloppe. À l'intérieur, il y avait un autre dessin, cette fois de deux personnages assis dans ce qui semblait être un jardin, entouré de fleurs et de papillons. En bas, avec son écriture soignée de fillette de 8 ans, Manon avait écrit, pour Mamélie, je t'aime. Est-ce que tu peux m'apprendre à planter des fleurs? Je me suis assise sur mon canapé, tenant le dessin, ressentant un mélange complexe d'émotions. La joie de savoir que Manon pensait à moi. La tristesse qu'elles doivent communiquer en cachette. Mais aussi autre chose. De la détermination. Manon ne devrait pas avoir à naviguer dans les problèmes des adultes. Elle méritait d'avoir sa grand-mère dans sa vie. Et je méritais d'avoir La musique de salsa avait cessé de jouer à la radio lorsque mon téléphone a vibré avec une notification de nouvelles locales. Normalement, je les ignorais, mais quelque chose dans le titre m'a fait cliquer. Les saisies immobilières dans les Monts d'Or en hausse de 15% ce trimestre. Il ne s'agissait pas spécifiquement de Lucas, mais une boule froide s'est installée dans mon estomac. 6 semaines s'étaient écoulées depuis notre confrontation, et bien que j'ai maintenu ma résolution, une partie de moi avait secrètement espéré qu'ils trouveraient un moyen de s'en sortir, que la crise les forcerait à grandir, à s'adapter, à devenir les personnes qu'ils devaient être. Mon téléphone a sonné 3 jours plus tard, interrompant mon cours d'italien. C'était Julien, et sa voix avait cette qualité soigneusement neutre que j'avais appris à associer aux mauvaises nouvelles financières. Amélie, avez-vous quelques minutes? Bien sûr. Je suis sorti de la salle de classe et j'ai trouvé un coin tranquille dans le couloir. J'ai suivi la situation de la propriété de votre fils, comme vous me l'avez demandé, a-t-il dit. La procédure de saisie a été officiellement déposée ce matin. Même si je m'y attendais, les mots m'ont frappé comme un coup de poing à l'estomac. Combien de temps ont-ils? 90 jours, généralement. Mais étant donné qu'ils sont très en retard dans leur paiement, il a fait une pause. Probablement moins. J'ai raccroché et je suis resté debout dans le couloir de l'université populaire, entouré par le murmure des voix d'autres classes, d'autres personnes vivant leur vie, allant de l'avant. Une partie de moi voulait courir à la banque, virer ce qu'il fallait, arrêter cette catastrophe avant qu'il ne soit trop tard. Mais une partie plus forte, celle qui avait grandi au cours des dernières semaines, a tenu bon. Ce n'était pas mon urgence à résoudre. Ça ne l'avait jamais été et point a eu lieu de cela, je suis rentré chez moi et j'ai sorti les papiers que je préparais depuis des semaines. Il était temps de les finaliser. Le lendemain, j'ai rencontré Julien dans son bureau pour signer les documents de la fondation. Nous avions décidé de l'appeler « Fonds d'émancipation financière Amélie Dubois », et elle serait dotée de la majorité de mon patrimoine à mon décès, avec des distributions plus modestes commençant immédiatement. « Êtes-vous sûr de cela ?» a demandé Julien alors que nous passions en revue les documents une dernière fois. « Je n'ai jamais été aussi sûr de quoi que ce soit de ma vie, » ai-je dit, signant mon nom d'une main ferme. Après cela, je suis allé à l'école de Manon. J'avais appelé à l'avance et pris rendez-vous avec Madame Perrin, la secrétaire qui avait servi d'intermédiaire non officiel entre Manon et moi. « Madame Dubois, a-t-elle dit à mon arrivée, Manon va être si heureuse d'apprendre que vous êtes venu. » En réalité, ai-je dit en lui tendant une enveloppe scellée, je me demandais si vous pouviez donner ceci au conseiller d'orientation de l'école, pour le conserver dans le dossier de Manon. C'est pour quand elle sera plus grande.
À l'intérieur de l'enveloppe se trouvaient les documents établissant le fonds éducatif au nom de Manon, suffisant pour couvrir l'université, des études supérieures, ou toute formation qu'elle choisirait de suivre. Les fonds lui seraient directement accessibles à 18 ans, sans aucune restriction parentale. J'ai ajouté, en sortant une deuxième enveloppe plus petite, si vous pouviez vous assurer qu'elle reçoive ceci aujourd'hui. Cette enveloppe contenait une lettre que j'avais écrite et réécrite une douzaine de fois. Astérisque ma chère Manon, Mamélie t'aime très fort. J'espère que tu le sais, peu importe ce qui se passe avec les adultes dans ta vie en ce moment. Quand tu seras un peu plus grande, je veux t'apprendre les jardins, comment planter des graines et en prendre soin jusqu'à ce qu'elles poussent, comment être patiente avec les choses qui valent la peine d'attendre. Pour l'instant, souviens-toi juste de ceci, tu es aimée, tu es précieuse, et un jour, quand tu seras assez grande, tu auras tous les outils nécessaires pour construire la vie que tu voudras. Continue de dessiner, continue de rêver. Avec tout mon amour, Mamélie. PS j'ai préparé quelque chose de spécial pour ton avenir. Ton conseiller d'orientation a les détails, mais quand tu auras 18 ans, tu découvriras que tu as des options que tu ne savais peut-être pas que tu avais. Astérisque en rentrant de l'école, je me sentais comme si je venais de lâcher un poids que je portais depuis des mois. Pas la tristesse de perdre Manon, car je ne l'avais pas perdue, pas vraiment, mais l'anxiété de ne pas savoir comment la protéger sans me sacrifier. Ce soir-là, Hélène est venue dîner. J'avais pris cette habitude, cuisiner de vrais repas, inviter des amis, traiter mon appartement comme un foyer plutôt qu'un simple endroit pour dormir. Alors, a dit Hélène en se servant une deuxième portion du risotto que j'avais fait, Béatrice a mentionné que vous planifiez ce voyage en Italie. On y pense, ai-je admis. Octobre, peut-être. Après que j'ai eu plus de cours d'italien. Et la salsa, tu t'améliores? J'ai ri. À peine, mais c'est amusant. Carlos dit que j'ai un rythme naturel, mais je pense qu'il est juste gentil. Tu sais ce que j'aime le plus dans cette nouvelle version de toi, a dit Hélène en s'adossant à sa chaise. Quoi? Tu rayonnes. Littéralement. C'est comme si quelqu'un avait allumé une lumière à l'intérieur de toi. Avant que je puisse répondre, mon téléphone a sonné. L'afficheur indiquait le numéro de Lucas. Hélène et moi nous sommes regardés. Vas-tu répondre? J'ai laissé sonner jusqu'à la messagerie. Quoi qu'il ait à dire, ça pouvait attendre que j'ai fini de dîner avec mon ami. Mais il a continué d'appeler. 5 fois en 1 heure. Finalement, après le départ d'Hélène, j'ai écouté les messages vocaux. Le premier était cohérent mais désespéré. Astérisque maman, s'il te plaît, rappelle-moi. Il faut qu'on parle. Astérisque le deuxième était plus frénétique. Astérisque maman, je sais que tu as dit non, mais la situation a changé. Chloé est partie. Elle a emmené Manon chez ses parents à Annecy. Elle dit qu'elle ne reviendra pas tant que je n'aurai pas trouvé un moyen d'assurer une stabilité. S'il te plaît, appelle-moi. Astérisque le troisième m'a brisé le cœur. Astérisque maman, je ne sais pas quoi faire. La maison va être saisie. J'ai perdu mon travail. Je n'arrivais pas à me concentrer. J'étais tout le temps en retard parce que j'étais au téléphone avec des avocats et des banques. Manon me demande quand elle va rentrer à la maison et je ne sais pas quoi lui dire. J'ai besoin de toi. Je sais que tu détestes probablement entendre ça, mais j'ai besoin de toi. Astérisque le quatrième n'était qu'un murmure. Astérisque s'il te plaît. Juste, s'il te plaît. Astérisque je me suis assise sur mon canapé, tenant le téléphone, sentant le tiraillement familier de décennies d'instinct maternel. C'était la voix de mon petit garçon m'appelant au milieu de la nuit. C'était la voix à laquelle j'avais répondu automatiquement pendant 35 ans. Mais je me suis aussi souvenu de ce que Sophia avait dit au jardin la semaine dernière. Nous parlions des limites, de la différence entre aider et permettre des comportements destructeurs. Ma mère me sauvait toujours de tout, avait-elle dit. Elle pensait qu'elle me protégeait, mais en réalité, elle m'apprenait que je n'avais pas à être responsable de mes propres décisions. Il m'a fallu des années pour désapprendre ça. J'ai composé le numéro de Lucas. Maman? Sa voix était rauque, comme s'il avait pleuré. Bonjour, Lucas. Dieu merci, tu as écouté mes messages. Je les ai écoutés. Alors tu sais à quel point c'est grave. Chloé est partie, la maison va être saisie, mon travail? Sa voix s'est brisée. Je ne sais pas comment j'en suis arrivé là. Si, tu le sais, ai-je dit doucement. Tu es arrivé ici par une série de décisions. Tes décisions. Tu ne peux pas me faire ça maintenant.
pas quand tout s'effondre. Surtout maintenant, ai-je dit. Lucas, sais-tu quel âge j'avais quand ton père est mort? La question l'a pris au dépourvu. Quoi? Je ne sais pas. La trentaine. 34 ans, exactement. 1 an de moins que toi maintenant. J'ai laissé cela s'installer. Et sais-tu ce que je n'avais pas quand mon monde s'est effondré? Un parent riche pour me sauver. Je n'avais personne pour payer mes mensualités de prêt ou se porter garant pour moi. J'ai dû me débrouiller seul. C'est différent. Comment? Parce que tu es un homme. Parce que tu as grandi avec des privilèges que je n'avais pas? Ces choses auraient dû te rendre plus capable de gérer ça, pas moins. Il y a eu un long silence. Quand il a finalement parlé, sa voix était petite. Qu'est-ce que je suis censé faire? Je ne sais pas, ai-je dit honnêtement. Mais je vais te dire ce que je ne vais pas faire. Je ne vais pas te sortir de là. Je ne vais pas payer ton hypothèque en retard, ni te trouver un nouveau travail, ni convaincre Chloé de revenir. Ce sont tes problèmes à résoudre. Et Manon? Tu te fiches de ce qui lui arrive? Je me soucie énormément de ce qui lui arrive, ai-je dit fermement. C'est pourquoi un fonds éducatif a été mis en place qui prendra soin d'elle, quelles que soient les décisions que toi et Chloé prendrez. C'est pourquoi je ne vais pas lui apprendre que les adultes de sa vie n'ont pas à être responsables de leurs choix. Un fonds éducatif sera disponible pour elle à 18 ans. Pour l'université, une école de commerce, toute formation qu'elle choisira. Directement à elle, pas par votre intermédiaire. Je pouvais l'entendre respirer lourdement à l'autre bout du fil. Comment vais-je lui expliquer ça? Comment je lui dis que sa grand-mère l'aime mais n'aidera pas sa famille? Tu lui dis la vérité, ai-je dit. Que sa grand-mère l'aime assez pour s'assurer qu'elle ait un avenir, quoi qu'il arrive. Et tu lui dis que papa est en train d'apprendre à résoudre les problèmes par lui-même pour pouvoir être le père dont elle a besoin. Et si je n'y arrive pas? Et si je